En ce qui concerne donc la partie 2, les syndicats dans l'entreprise, alors un petit point historique que j'avais, je pense, là aussi déjà fait dans la séance 1. Bon, sachez que donc, déjà dans un premier temps que les premiers syndicats sont apparus au 19e siècle, que le droit de grève finalement a été obtenu en 1864 et vraiment inscrit finalement dans la Constitution qu'en 1946, ce qui finalement ne remonte pas à si longtemps que cela, et que finalement le droit de constituer des syndicats et de se syndiquer a été inscrit dans la loi en 1884, dans cette fameuse loi, une loi très connue, la fameuse loi Waldeck-Rousseau, qui finalement a inscrit le droit finalement de créer des syndicats, de se syndicaliser. Voilà pour le point, on va dire, historique. Alors, en ce qui concerne les syndicats dans l'entreprise, alors ce que l'on peut dire, c'est que dans un premier temps, chaque entreprise, peu importe sa taille, peut avoir une section syndicale. D'accord? Ça, il faut le savoir, puisque effectivement, on se posait de la question, mais quid des petites entreprises finalement, hein, où il n'y a pas forcément de délégué syndical ou d'instance représentative. Donc, dès lors qu'une entreprise finalement est créée, elle peut avoir une section syndicale, d'accord? Donc, avec une section syndicale, bien sûr, hein, qui va, comment dire, respecter les critères de représentativité que je vous avais donnés, hein. Alors, non, pas forcément les critères de représentativité en termes d'adhérents, hein, de taille du syndicat, mais en termes d'indépendance, de valeurs républicaines, d'ancienneté, etc. Ok? Mais pas forcément en termes d'adhérents, puisque tout syndicat peut ouvrir une section syndicale dans une entreprise dès lors qu'il a au moins 2 adhérents. D'accord? Donc là, on n'est pas forcément dans la représentativité, c'est-à-dire dans les syndicats représentatifs. D'accord? Alors, je ne sais pas si je suis claire. Donc concrètement, je vous avais dit avant cette partie-là, que certains syndicats étaient représentatifs et je vous ai donné les critères. Là, ce que je vous dis, c'est que finalement, dans toute entreprise, il peut y avoir une section syndicale et que les syndicats qui sont positionnés dans la section syndicale doivent être représentatifs au regard de l'indépendance des valeurs républicaines, mais pas forcément au niveau du nombre d'adhérents, puisque à partir de 2, c'est possible. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors, les moyens d'action, justement, c'est des délégués syndicaux, hein, dont je vais vous présenter après, on va dire, la teneur, et des sections syndicales. Elles ont différents moyens. Donc, liberté d'affichage, hein, je vous laisserai regarder. Voilà, de publier, de distribuer des tracts, d'accord? Donc, diffuser de l'information par voie électronique, par exemple. D'avoir un local. Donc, dans les entreprises d'au moins 200 salariés, sauf accord collectif contraire, un local est mis à disposition de toutes les sections. Et dans les entreprises d'au moins 1000 salariés, chaque section, justement, doit avoir son local, tout simplement. Ils vont pouvoir aussi mettre en place des réunions, hein, pour informer le personnel. Et lors de ces réunions, justement, des personnes extérieures à l'entreprise peuvent être invitées. Et puis, ils vont pouvoir aussi récupérer, finalement, collecter, plutôt le terme est là, collecter des cotisations de leurs adhérents. Et la collecte plutôt peut se faire à l'intérieur de l'entreprise. Alors, à côté de ça, donc de façon générale, je vous avais dit qu'il y avait les sections syndicales, peu importe la taille de l'entreprise, et vous avez aussi les délégués syndicaux. Alors, délégués syndicaux, vous avez certainement déjà entendu parler de délégués syndicaux. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les délégués syndicaux, je ne sais pas si par exemple vous avez entendu parler de délégués du personnel, c'est complètement différent. Je dirais que les syndicats sont là pour faire des revendications, c'est-à-dire faire évoluer les choses, d'accord, revendiquer d'autres droits, alors que plutôt les délégués du personnel, mais on va voir maintenant qu'il n'y en a plus vraiment, là aussi à partir du 1er janvier 2001 ça a changé, mais que les délégués du personnel, eux, ils vont être plutôt dans les réclamations individuelles et collectives, c'est-à-dire réclamer que ce qui a été décidé et mis en place grâce aux revendications, ce qui a été acté, soit réellement finalement respecté. Voilà un peu la distinction entre les syndicats qui revendiquent et les instances représentatives dans l'entreprise qui finalement, elles, réclament, c'est-à-dire réclament ce qui a été promis en quelque sorte. Alors, pour revenir au délégué syndical,
lui, il est désigné pour 4 ans par une organisation syndicale, d'accord, qui a constitué une section syndicale au sein de l'entreprise pour défendre les salariés et améliorer leurs conditions de travail. D'accord? Donc il est désigné. Il joue le rôle de négociateur avec l'employeur et il va transmettre les propositions et revendications de son syndicat. Donc généralement, il va représenter les personnes qui adhèrent dans l'entreprise, dans le syndicat, mais pas que, pas que. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas adhérent que le syndicat fermera la porte aux salariés non adhérents. Non adhérents. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les entreprises de plus de 50 salariés peuvent disposer d'un représentant syndical. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, pour les entreprises de moins de 50 salariés, on va avoir un élu titulaire qui peut être désigné comme délégué syndical. D'accord? On va avoir un simple élu qui va se revendiquer comme, on va dire, délégué syndical. Par contre, pour les entreprises de plus de 50 salariés, là, ils vont pouvoir disposer, c'est une possibilité, donc libre aux salariés de prendre cette possibilité, de la mettre en œuvre. À partir de 50 salariés, on peut avoir un représentant syndical. Donc, comme je vous l'ai dit, élu pour 4 ans, désigné pour 4 ans, négociateur avec l'employeur et attention, il est présent surtout dans les entreprises de plus de 50 salariés. Alors, concrètement, il est présent, mais à hauteur de combien? Donc, il y a un palier finalement au niveau de l'effectif des délégués syndicaux que je vous laisse regarder. Finalement, ça peut aller de 1 jusqu'à 5, au-delà de 9 999 salariés. Voilà, donc ça reste, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça reste peu, ça reste beaucoup, à vous de voir. Hein, mais bon, toujours est-il que c'est toujours mieux quand il y en a beaucoup. Et ces fonctions, concrètement, on va y revenir, hein, je vous avais parlé de revendication, d'accord? Il va, on va dire, être l'interlocuteur privilégié du chef d'entreprise, il va représenter son syndicat. Donc, il va remettre les revendications du syndicat, d'accord? Il va, par exemple, demander la modification de textes existants, c'est possible. Il peut faire évoluer les choses en quelque sorte. Et puis, lors de la négociation collective, je vous avais dit que les entreprises étaient tenues de mettre en place des négociations collectives. Hein, il est en quelque sorte l'interlocuteur privilégié. Et concrètement, pour faire tout ça, en dehors de, il ne pourrait pas cumuler ses heures de travail en plus de cela. Concrètement, que dit la loi? C'est qu'il a le droit à un crédit d'heure finalement pour pouvoir mettre en place tout ça, pour jouer son rôle de délégué. Donc, pour les entreprises de 50 à 150 salariés, c'est 12 heures. Et pour les entreprises de plus de 500 salariés, c'est 24 heures. Alors, par mois, bien sûr. Alors, dans certaines entreprises, on va voir qu'il va cumuler le rôle de délégué du personnel et délégué syndical. Finalement, il va avoir plusieurs casquettes, hein, généralement. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir exercer en justice, donc en faveur du salarié. Donc, il va être présent finalement pour faire en sorte que tous les salariés soient traités de la même façon, l'égalité par exemple entre les hommes et les femmes. Il va être là en cas de discrimination. Et il va finalement agir pour les salariés sans pour autant que le salarié lui ait demandé, expressément de le représenter. Euh, alors, à part si expressément le salarié aura dit non, je ne veux pas que tel délégué syndical me représente, mais auquel cas il peut effectivement monter au franc le délégué syndical pour représenter le salarié. Donc, à côté de ça, effectivement, il va monter au franc, c'est ce que je vous dis, hein, il va être finalement s'exposer au niveau de l'entreprise, surtout au niveau de l'employeur. Donc, forcément, tout ceci peut créer, on va dire, des mésententes avec l'employeur, hein, des frictions. Et la loi en a fait finalement on va dire, lui a fait plutôt un statut protecteur. D'accord? Dans le sens où l'employeur ne pourra pas le licencier, on va dire, comme il le souhaite. Il y aura, donc je vous avais fait le cours sur le licenciement, vous avez vu les étapes du licenciement et les conditions du licenciement. Alors, dites-vous bien, on ne va pas rentrer dans le détail, que ces salariés-là sont protégés et que pour les licenciés, il va y avoir, on va dire, des procédures supplémentaires pour pouvoir le faire. Déjà, rien que le fait, par exemple, d'en référer à l'inspecteur du travail, de l'avertir, que l'inspecteur du travail va avoir son mot à dire sur le licenciement. Enfin, on va dire que le licenciement est beaucoup plus complexe, ce qui est logique, hein, puisque finalement, ce serait la porte ouverte à tout. Hein, si il était finalement, il avait un statut précaire, fragile,
plus aucun salarié ne voudrait devenir délégué syndical parce que on risque de se faire licencier du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que la loi est venue le protéger au niveau de son statut. Alors, son statut, son mandat concrètement prend fin lorsque le syndicat le décide, par exemple. Ça peut être aussi lors de diminution d'effectifs, hein, quoi qu'il en soit, il peut être licencié, imaginons un licenciement économique, c'est possible. Ou alors quand on va dire l'effectif fait qu'on a une disparition, par exemple, des délégués syndicaux dans l'entreprise. Alors, à côté de ça, donc vous avez tout ce qui est action syndicale. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est revendication, c'est-à-dire faire avancer les droits, en quelque sorte, dans l'entreprise et en dehors. Mais à côté de ça, vous avez d'autres, finalement, d'autres institutions représentatives des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de mouvements depuis les ordonnances Macron et depuis le 1er janvier 2020. Là aussi, c'est encore tout neuf, hein, tout nouveau. Donc traditionnellement, qu'est-ce qui se passait dans une entreprise? Vous aviez comme institution, par exemple à partir de 11 salariés, des délégués du personnel qui, encore une fois, étaient là pour faire des réclamations, pour défendre les droits déjà acquis. À partir de 50 salariés, vous aviez le comité d'entreprise qui était très présent pour développer tout ce qui était social, activité dans l'entreprise. Vous aviez aussi le CHSCT. Vous avez certainement déjà étudié cette institution-là, donc comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, qui était là aussi pour être vigilant finalement à tout ce qui a touché finalement à l'hygiène, la sécurité, hein, etc. Et finalement, les ordonnances Macron, comme je vous l'ai dit, sont venues remplacer toutes ces institutions. Et finalement, c'est le comité social et économique, dont là aussi je vous avais déjà parlé, qui est venu se positionner pour finalement absorber ces trois entités et être réunis dans une même entité. Disons que c'était peut-être un peu aussi pour simplifier, on va dire, le dialogue social dans l'entreprise. Simplifier, c'est clair que 3 institutions, ça faisait beaucoup. Donc c'était dans une intention simplificatrice, je pense, voilà, avant tout. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'était possible de les mettre en place depuis 2018 et ça a été rendu maintenant obligatoire à partir de 2020, d'accord? Et à côté de ça, donc vous avez le comité social et économique et le conseil d'entreprise que je vais vous présenter. Alors, quid du CSE? Alors le CSE, ce que je peux vous dire déjà d'entrée, et ça je vous l'avais déjà dit, c'est qu'il est obligatoire dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés. Et à condition que cet effectif, effectivement, soit atteint pendant 12 mois consécutifs. Alors, dans sa composition et son fonctionnement, il est composé d'employeurs ou de représentants, de délégués du personnel. Donc, à l'intérieur, finalement, on a enlevé le délégué du personnel comme entité à part et on l'a intégré finalement dans le CSE. Donc, il y aura des délégués du personnel titulaires et suppléants, dont le nombre va varier en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et là aussi, dans le CSE, vous aurez des représentants syndicaux qui vont être désignés par chaque syndicat représentatif. Voilà, finalement, une entité aura des employeurs, des délégués du personnel et des représentants syndicaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le CSE, il a des missions différentes selon, on va dire, l'effectif de l'entreprise. De 11 à 50 salariés, il va être là pour faire des réclamations individuelles et collectives à l'employeur. Il va être là pour promouvoir la santé. Donc là, c'est là où on voit le rôle de l'enseignement du CHSCT. Donc il va être là pour contribuer à promouvoir la santé, la sécurité, les conditions de travail. Il va saisir l'inspecteur du travail au cas finalement où il y a des plaintes et des observations relatives à des événements dans l'entreprise. Et alors, le droit d'alerte, j'y reviens justement, pour le droit d'alerte, il n'est pas appliqué. Donc là, c'est une erreur dans mon diaporama. Justement, ce droit d'alerte, il est en plus, il est une mission en plus pour les CSE qui sont présents dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc, encore une fois, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, il va assurer l'expression collective, hein. Donc il va être là pour tout ce qui est décision relative à la gestion, l'évolution économique, financière de l'entreprise. Il va avoir son mot à dire dans l'organisation du travail, dans la formation professionnelle, les techniques de production. Et à ce titre, il va être informé, consulté
par l'entreprise dans sa démarche générale. Donc il va avoir son mot à dire finalement sur beaucoup de points cruciaux de l'entreprise, du fonctionnement de l'entreprise. Et en plus de cela, il va avoir ce fameux droit d'alerte que j'aurais dû positionner dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Et pour revenir à ce droit d'alerte, ben, c'est le fait qu'en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou liberté individuelle, il va pouvoir finalement le mettre à l'œuvre et faire en sorte que l'entreprise soit saisie en cas de manquement. Comme je vous le disais, le CSE a donc des attributions dans le sens de la santé, sécurité et conditions de travail. Et pour revenir à ce droit d'alerte, hein, ce qu'on peut rajouter, c'est en cas aussi de risque grave pour la santé publique et l'environnement, et en cas d'alerte économique, c'est-à-dire d'effets dans l'entreprise qui risquent finalement d'altérer l'entreprise, sa situation financière. Alors, pour revenir par exemple à ce droit d'alerte, on peut voir la situation d'Amazon avec le cas du coronavirus. Vous avez entendu parler d'Amazon hein, qui a finalement fonctionné longtemps après la mise en place du confinement. Et finalement, Amazon a été saisi hein, alors par le comité social économique qui a saisi un peu, on va dire, l'inspecteur du travail. Et puis les syndicats aussi qui ont saisi, on va dire, l'inspecteur du travail, les inspecteurs du travail, l'État un peu en quelque sorte, pour alerter finalement les conditions de travail d'Amazon pendant le confinement. Et Amazon finalement a été condamné à ne plus livrer, hein, vous le voyez, ça c'est un article je crois des Échos, à ne plus livrer que les biens de première nécessité sous peine d'astreinte d'1 million d'euros par jour. Donc en gros, elle était obligée de complètement mettre à l'arrêt ses dépôts et ne faire que des biens de première nécessité. Et par jour de retard, il y avait 1 million d'euros d'astreinte, c'est-à-dire de pénalité en quelque sorte à payer. Alors, c'est justement à ce moment-là qu'Amazon avait France hein, réuni un comité social économique et à ce moment-là, ils avaient décidé de fermer 6 plateformes logistiques jusqu'au 20 avril. Voilà pour la petite parenthèse dont vous avez certainement entendu parler. Donc encore une fois, pourquoi cette parenthèse? Parce que pour vous montrer un peu le rôle des syndicats et du CSE dans l'entreprise. Alors à côté de ça, donc du CSE, vous avez le conseil d'entreprise. Alors le conseil d'entreprise, il n'est pas obligatoire, hein, d'accord? C'est une possibilité et il viendrait finalement suppléer en quelque sorte, remplacer le CSE et avoir les attributions du CSE que je vous ai listées avant. Mais par contre, en plus des attributions du CSE, s'il est institué dans une entreprise, il pourrait avoir pour compétence de négocier, de conclure et de réviser les conventions et accords d'entreprise. Et ça, c'est en quelque sorte un super pouvoir. Donc, il viendrait suppléer à tout le monde, en quelque sorte au CSE, aux délégués syndicaux. Alors, on peut penser qu'à l'intérieur, hein, forcément, il y aura des représentants des employeurs, des délégués, enfin, des représentants de syndicats, etc. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si l'entreprise décidait d'instituer un conseil d'entreprise, ben, ce serait un CSE, mais un CSE un peu plus costaud dans le sens où il pourrait négocier, conclure, réviser des conventions collectives et des accords d'entreprise. Euh, Autre chose aussi, ces modalités de fonctionnement, hein, si j'ai déjà dit, seront les mêmes que celles du CSE. Voilà, donc dans l'entreprise, voilà ce qui peut être mis en place comme on va dire, institution représentative. Alors, en revenant sur le statut des représentants des salariés, donc là, ce sera donc la partie 3.